Gérard Mordia, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, faire la liste de vos œuvres, qu'elles soient romanesques, cinématographiques ou de vos différents engagements, serait un peu long. On va essayer de poser des jalons quand même pour introduire votre dernier roman, Ces femmes-là, qui est sorti cette année chez Albin Michel. C'est quelque chose comme votre 30e roman, par là. J'imagine qu'on ne les compte plus, peut-être. Non, je ne suis pas fort en mathématiques. Moi non plus. Le tout premier a été publié, je crois, en 1981. Il s'intitulait Vive la sociale. Entre-temps, vous receviez le Grand Prix Altel Lire pour Les vivants et les morts, paru chez Calman Levy. Ça, c'était en 2005. Vous avez aussi beaucoup travaillé pour le cinéma. Je pense à cette extraordinaire collaboration avec Nicolas Philibert, le documentariste. C'était en 78, avec La voix de son maître, ou encore l'adaptation à l'écran des vivants et des morts. Alors, on va en venir à ces femmes-là. Je vais me livrer à l'exercice difficile de vous poser le contexte du récit, le prétexte narratif, sans tout vous dévoiler pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, pour pas vous gâcher le grand plaisir qu'est ce moment de lecture. Alors, on est en 2024, on est en France, enfin, en tout cas, on croit reconnaître la France, et le pays s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques. Et sous prétexte que le pays s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques, en fait, le gouvernement, l'État en place, en profite pour imposer des décisions sociales terribles, d'une violence inouïe, mais on va y revenir. Alors, par exemple, les chômeurs seront désormais obligés de travailler quelques heures sur le chantier, d'une manière ou d'une autre, des Jeux Olympiques. Et encore une autre mesure qui serait de parquer les populations musulmanes dans des quartiers sous prétexte de les protéger, alors qu'en réalité, il s'agit très probablement de les surveiller de très près. Donc ça, c'est le contexte, en fait. Et puis, votre roman se déroule, il est d'une certaine manière classique dans sa structure, puisqu'il respecte une unité de temps, de lieu et d'action, en fait. Tout le roman se déroule lors d'une manifestation géantissime. Alors, il y a l'avant, et le livre repose sur 3 parties. L'avant-manifestation, qui est, voilà, où on va, un peu comme au théâtre, ça va nous permettre de prendre connaissance de tous les personnages que va nous offrir M. Mordia dans ce roman-là. Ensuite, il y a pendant la manifestation. Et puis, après, il y a un après qui n'est porté que par des femmes. De quel désir, de quel besoin il est né ce roman-là? Comme toujours, les livres que j'écris ne procèdent jamais d'un sujet, mais toujours d'une image. Une image que j'analyse pour moi-même, que je tente de m'expliquer et d'expliquer au lecteur. Et cette image fondamentale, c'est celle ici qui débute le livre. Une jeune femme qui s'appelle Daisy, qui est professeure des écoles, qui est donc institutrice en classe maternelle, se réveille avant que son réveil sonne. Toute l'histoire du livre est là. C'est-à-dire que, avant les autres, Daisy va prendre conscience de ce qui est en train de se jouer sur le plan politique, c'est-à-dire sur ce que vous avez décrit, cette dérive autoritaire, pour ne pas dire néofasciste, qui est en train de mettre en place le gouvernement en se servant comme point d'appui des Jeux Olympiques. Et donc, je suis parti de ça, de cette idée que nous vivons dans une période historique qu'il faut regarder très attentivement, dans la mesure où, si on fait l'addition de toutes les atteintes qui sont faites aux libertés publiques, jour après jour, qui pour l'instant n'apparaissent pas parce qu'elles sont, on a l'impression qu'elles sont ici ou là, etc., et qu'elles n'ont aucun lien entre elles, mais lorsqu'on les met toutes les unes derrière les autres, on a ce lien, et on peut s'inquiéter qu'après de voir apparaître, après le néolibéralisme, après l'ultralibéralisme, une autre rime en isme qui sonnerait vraiment très sombrement à nos oreilles. Et comme le dit l'historien américain Paxton, et je trouve que c'est très juste, il dit « ce n'est pas parce que
les formes actuelles du fascisme ne reproduisent pas les formes historiques du fascisme, que ce n'est pas du fascisme. Bon, eh bien, ces femmes-là, ça raconte ça aussi. Ça raconte cette dérive autoritaire, c'est un euphémisme, d'un gouvernement qui se sert à la fois des Jeux Olympiques pour imposer des mesures sociales terribles telles que vous les avez décrites, et en même temps, en provoquant cette immense manifestation, évidemment de faire que cette manifestation tourne mal et que ce soit l'occasion d'une reprise et d'une évolution définitive de l'État. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on est en train de voir en ce moment, un peu partout en France, eh bien, c'est quelque chose qui est écrit dans ces femmes-là. On va y venir complètement. Est-ce que cette Daisy, alors vous dites d'elle en fait, c'est assez drôle parce que du coup quand j'ai lu cette phrase, vers la fin du récit, il y a écrit Daisy est d'ailleurs l'héroïne de ce roman en fait. Et moi, c'est votre héroïne, ça c'est sûr, c'est vous qui l'avez décidé. Est-ce qu'elle est une métaphore aussi de l'artiste dans le sens qui dirait finalement la fiction, elle est toujours un petit peu avant l'histoire, en fait? Absolument. Enfin, c'est ma conviction profonde que la fiction marche toujours un pas en avant de l'histoire. Et c'est vrai que j'étais très troublé de voir, mais pas seulement à propos des Gilets jaunes, déjà au moment de la manifestation du 1er mai qui avait mal tourné, à quel point un certain nombre de choses que j'avais décrites étaient déjà là sous mes yeux, comme si on était en train de mettre en scène dans le réel ce que j'avais écrit dans la fiction. Que ce soit l'attitude des forces de l'ordre, que ce soit les différents groupes qui manifestent avec chacun des intérêts et des comportements différents, mais même, regardez, cette histoire de vouloir regrouper les musulmans dans des quartiers pour les protéger. Il y a une quinzaine de jours, ce qui était une idée qui m'a paru d'une absurdité extraordinaire, messieurs Ciotti et Vauquier ont réclamé ça pour les fichiers S. Et je me suis dit, mais quelle idée absurde si ils venaient à la mettre en œuvre, quelle incroyable bombe à retardement serait-il en train d'amorcer? Parce que de placer tous les fichiers S dans le même endroit, à mon avis, bien c'est comme ça que Daesh est né, par exemple. C'est le problème de la prison, actuellement aussi. Oui, c'est le problème de la prison, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une discussion que nous avons menée avec Tahar Belgenoul, l'un et l'autre, en même temps, sur la même chose, en disant que la question du rapport à l'islam et aux musulmans en France, tant qu'on ne s'occupera pas de l'école, de la mosquée et de la prison, rien ne sera fait. Voilà, on va y venir évidemment. Alors pour la petite histoire et pour vous dire à quel point ce roman est doté historiquement enfin en tout cas quand on le lit en ce moment, d'une dimension complètement stéréo en fait. C'est comme si on lit le roman et en même temps on vit le mouvement qu'on est en train de vivre et c'est complètement stéréo en fait. Enfin, ça fait des échos dans le roman. Les fichiers S sont les syndicalistes par exemple. Donc ouais, c'est ça. Alors, oui, dans votre roman, la violence est présente de part et d'autre pendant la manifestation, hein, du côté des manifestants et bien sûr, évidemment, du côté de la répression et de l'État, évidemment. Finalement, cette violence ne fait que répondre, Gérard Modilla, à celle des mesures sociales imposées par l'État? Oui, parce que, on entend sur toutes les chaînes de télévision, dans les radios, on lit dans les journaux, etc., violence, violence, violence. Mais en réalité, de quoi parle-t-on? Quand il y a eu des débordements du côté des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé des vitrines, ils ont brûlé des scooters, ils ont renversé un peu de matériel municipal. Bon, bien entendu, on peut le regretter, mais on voit surtout que ce qui choque tellement et les commentateurs et les politiques, c'est qu'ils brisent quelque chose qui relève du droit de propriété. Et ce qu'ils cassent, ce sont des choses qui relèvent du droit de propriété. Mais d'un autre côté, la vraie violence, la violence de la société dans laquelle nous sommes, pourquoi n'en parle-t-on pas? Nous sommes dans un pays
où, je cite l'INSEE, hein, ce n'est pas une publication gauchiste, l'INSEE recense aujourd'hui près de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans ces 9 millions, 2,5 millions vivent avec 420 € par mois. Et dans ces 2,5 millions, il y a d'ailleurs une majorité de femmes. Si à cela vous ajoutez les 6 millions de chômeurs officiels, plus les emplois intermittents, les choses comme ça, etc., on voit bien qu'il y a là une violence sociale inouïe, surtout lorsqu'on lit, la semaine dernière, je crois, la publication des résultats des différentes sociétés du CAC 40 qui ont dégagé cette année des pourcentages en bénéfice, non, oui, en bénéfice, on peut dire en profit, tout à fait exceptionnel, puisque c'est même, je crois, un record de France avec 57% distribués aux actionnaires sur les profits des entreprises. Et ces 57% sont peut-être même en pourcentage, en tout cas, un record du monde. Aucun pays au monde ne distribue autant d'argent aux actionnaires que la France. Et quand on regarde de près cette distribution d'actions, j'ai en tête un seul chiffre. BNP a distribué, je crois, 1,7 milliard à ses actionnaires. Ils ont licencié 2600 personnes. Enfin, on peut faire la liste comme ça. Cette violence-là, ça, c'est la violence. Ça, c'est une violence terrible parce que les gens qui perdent leur emploi et qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent sans rien, on sait bien que dans les grands conflits sociaux, c'est toujours 2-3 ans après le conflit qu'on voit apparaître les choses extrêmement dramatiques, les divorces, les dépressions et les suicides. Alors ça, c'est une violence incroyable, mais c'est une violence qui n'a absolument aucune place dans les commentaires ni des médias, ni des politiques, comme si ça n'existait pas. Et encore aujourd'hui, on peut rajouter une couche, mais ça commence à apparaître parce que c'est impossible de passer à côté. On nous dit encore une fois la violence, la violence. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont été éborgnées ou dont les mains ont été arrachées, qui ont été matraquées, je veux dire, cette violence-là, elle n'existe pas non plus pour les commentateurs. La seule violence qu'ils veulent recevoir, c'est des bris de vitrines. On a cassé des vitrines près des Champs-Élysées. Atteinte majeure à la propriété dans un quartier extrêmement riche. Et il y a aussi de ce côté-là une surenchère extraordinaire parce que une de mes amies avait entendu qu'à Saint-Lazare, tout avait été cassé, etc., etc. Donc, comme elle n'habite pas très loin, elle est allée voir. Et en réalité, il y avait simplement un Starbucks Coffee qui avait été cassé et bombé en travers « paye tes impôts ». Mais la boutique à côté, qui est une boutique de vêtements, et la pharmacie de l'autre côté, n'avaient absolument rien. Mais dans le discours médiatique, c'était l'apocalypse. Donc on voit bien qu'il y a une propagande, qui est une propagande quotidienne, pour vouloir instrumentaliser toute forme de contestation de la société telle qu'elle est. On le voit avec la répression qui s'abat aussi bien sur les syndicalistes que sur les gens qui aident les migrants, que sur les écologistes, que sur un tas d'associations. Mais ça, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir. Et je crois que ça nous interroge tous parce que cette violence-là, eh bien, nous en sommes les témoins et nous vivons dans cette société. Une autre chose que montre bien votre roman, et peut-être qu'elle est une des causes de cette violence-là aussi, c'est la méconnaissance profonde de ceux qui ont le pouvoir dans ce pays, dans cet État, et de la réalité quotidienne des gens, en fait. Ah ben, je crois que cette coupure-là, vous avez peut-être lu comme moi que dans le Parlement, c'est-à-dire à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois qu'il n'y a que 4 personnes qui ont été employées. Il n'y a aucun ouvrier, 4 qui ont été employés, et l'immense majorité vient des services publics, du barreau, de la médecine ou de l'entreprise. Donc il y a une coupure très, très profonde entre la représentation nationale et la nation elle-même. Parce que
Enfin, moi, je me souviens avoir écrit une petite chose au moment où Hollande faisait sa campagne, puisque la droite, à ce moment-là, voulait le disqualifier en expliquant qu'il n'avait jamais été ministre. Donc, l'occasion était trop belle d'écrire que n'importe quel imbécile pouvait être ministre et que ce n'était pas une garantie de quoi que ce soit. Il suffisait de voir M. Lefebvre, Mme Morano, M. Hortefeux et tout ça. Bon, on prend n'importe premier crétin qu'on trouve dans la rue, on dit voilà, t'es ministre et il est ministre. D'ailleurs, dans un film... C'est intéressant. Oui, dans un film que j'avais fait, qui était une adaptation de Robert Pinget, d'une pièce de Pinget, un personnage disait « Je suis pas con, je suis ministre ». Donc, c'était exactement ça. Mais en réalité, la vraie critique que l'on pouvait faire, et la critique que l'on peut faire là à l'ensemble du personnel politique, c'est que, par exemple, quelqu'un comme François Hollande, en réalité, n'a jamais travaillé. Il a fait HEC, puis il a fait l'ENA, donc il a intégré ensuite la sous-préfectorale. Il a fait sous-préfet, son stage de sous-préfet comme il fallait. Puis ensuite, il a intégré les structures du Parti communiste. Non, hélas. Encore un beau lapsus. Du Parti socialiste, puis élections locales, etc., etc. Mais en réalité... alors, ils se vendent beaucoup parce que pendant 3 mois, je crois, il a tenu une rubrique économique au Matin de Paris. Mais bon, je me souviens d'un reportage où on le voyait faire des courses avec un cabas et tout. J'avais trouvé ça pathétique parce que, à mon avis, il ne fait jamais ça. Je veux dire, il a fait ça pour le cinéma. Bon, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, comme M. Macron, c'est exactement le même modèle et que tous les autres sont du même modèle. Et que cette méconnaissance de la réalité de la condition d'une majorité de citoyens français, elle est d'une cruauté extraordinaire. On se demande d'ailleurs dans quel monde ils vivent. Ils vivent dans un autre monde. Et moi, je me souviens de conversations avec Laurent Fabius, qui est un homme parfaitement informé, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, etc. Mais il lui manque cette expérience fondamentale. Il voit ça... Je me souviens de lui avoir dit, mais Laurent, vous avez toujours tout eu. Et on ne peut pas vous le reprocher, mais vous ne pouvez pas penser comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Que quelqu'un qui n'a jamais rien eu dépense l'argent de la cantine de ses enfants pour acheter une télé, bien évidemment, c'est condamnable. Mais en même temps, on peut comprendre. On peut comprendre que soudain, c'est faire un geste qui donne une valeur à l'existence. Eh bien, pour comprendre ce geste-là, il faut soi-même avoir éprouvé ce que c'est de n'avoir rien. Or, l'ensemble de la classe politique aujourd'hui voit ça comme, je ne sais pas, une chose exotique. Un contrepoint très solaire à cette violence que je trouve que vous avez très bien restituée, qui est très présente dans votre roman. Cette manifestation, elle draine aussi, même si le temps est très menaçant, il va pleuvoir et quelle pluie quand elle va tomber. Elle draine la joie d'être ensemble, le pouvoir redécouvert de la force du collectif. Un peu comme si dans ce cortège, les couleuvres qu'avaient voulu nous faire avaler les applicateurs du néolibéralisme étaient violemment vomis, et ça, quel que soit le camp des manifestants, en fait. Je crois que c'est une des choses qui me frappe beaucoup dans le mouvement actuel des Gilets jaunes. Ce qui en ressort, c'est quand même beaucoup le bonheur, le plaisir, la joie, finalement, de se retrouver ensemble et de partager un certain nombre de choses ensemble. Et si vous me permettez un petit excursus cinématographique, il y a une chose qui m'a frappé. Bertrand Tavernier a sorti un DVD sur l'histoire du cinéma, ses amours au cinéma. Et dedans, évidemment, il évoque La Belle Équipe de Julien Duvivier, où il y a des ouvriers qui gagnent à la loterie et qui montent une guinguette. Et qui serait comme une sorte de matrice d'un certain type de films qui vont sur le même terrain. Que ce soit les Anglais de The Full Monty ou Les Virtuoses, que ce soit le film espagnol Les Champions, que ce soit aujourd'hui en France Le Grand Bain ou Les Invisibles. Tous ces films ont comme caractéristique de mettre en scène des gens qui se retrouvent ensemble à cause des circonstances, qu'ils soient amis ou pas amis ou collègues, etc., et qui se mettent à faire quelque chose ensemble. Eh bien, les personnages
de la Belle Équipe, c'est-à-dire les ouvriers de la Belle Équipe, les chômeurs de Full-Monty, les futurs retraités des virtuoses, les blessés de la vie des champions, les bourgeois et les petits bourgeois du grand bain, et les femmes SDF des invisibles, tout cela sont aujourd'hui dans les gilets jaunes, sont dans les ronds-points, sont dans l'idée de se retrouver, de faire ça. Et je trouve que ça a du sens, comme ça a du sens, comment il s'appelle, Vuillard vient de publier un livre sur Thomas Müntzer, sur les guerres de paysans en Allemagne au XVIe siècle. Sujet que je maîtrise, je crois, assez bien. Mais là aussi, que lui, il fasse ça, que Laurent Binet prépare un livre qui va aussi traiter ça, je trouve que ça a du sens. Parce que Thomas Müntzer était considéré par Engels comme une sorte de première apparition de l'idée communiste, puisque dans un fameux sermon, il avait exprimé l'idée que omnia sunt communia, toutes choses sont communes. Eh bien, ces choses-là réapparaissent. Et je crois qu'il faut être sensible aux signes, qu'il faut être sensible à ce qui se passe vraiment. Et l'autre jour, par exemple, là-bas, si j'y suis, j'ai rappelé une chose qui est quand même, je trouve là aussi, très significative. On voit les gilets jaunes sur quoi? Sur des ronds-points. C'est très intéressant parce que les ronds-points sont apparus en France très précisément au moment même où le chômage commençait à prendre une courbe exponentielle. Ça a proliféré et ça continue de proliférer en même temps que le chômage. Or, sur les ronds-points, quelle est l'injonction fondamentale? Vous n'avez pas priorité. Et ensuite, on tourne en rond. Et je trouvais que la géographie nous parlait de l'histoire. Donc, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec ces femmes-là, c'est-à-dire d'être sensible à l'ensemble de ces signes et finalement de les incarner. Parce que c'est la grande force du roman. La force du roman, c'est de donner corps à ce dont on peut parler ici de façon plus ou moins théorique. Mais dans le roman, ça prend corps. Et prenant corps, pour moi, ça invente un lecteur intelligent. Parce que quand on lit un livre, qu'est-ce qu'on lit? On se lit soi-même. Eh bien, soudain, ce soi-même a devant lui un autre corps qu'il peut étreindre, mais qu'il peut repousser, qu'il peut... Et je crois que c'est là qu'il y a une place absolument incomparable pour le roman qui, à mes yeux, est aussi le dernier terrain d'expression le plus libre qui soit. Alors justement, ça fait très bien la transition avec ma question. Les syndicalistes, on l'a dit, sont les fichés S. Ils sont sacrément empêchés et traqués, ils sont repérés. Les anarchistes vont venir frapper assez fort pendant la manifestation. On voit les grosses ficelles et les limites très très proches de l'extrême droite pendant la manifestation aussi, qui ne peut pas aller bien loin, faute quand même d'intelligence aussi. Et puis, on peut considérer qu'il y a quand même une grande voix absente, ça serait celle... on va dire symboliquement ou de façon peut-être un peu caricaturale de la gauche, ou en tout cas de l'opposition. Pas vraiment d'opposition, si ce n'est celle du peuple, et puis celle des femmes, on va le dire, et ça c'est sacrément porté dans la dernière partie. Et puis aussi peut-être, et ça fait écho à ma première question, et puis peut-être aussi ces artistes qui flottent dans ce cortège-là. Je pense à Marion, la cinéaste, je pense à Nantel, ce comédien sans travail qui ressemble je pense aussi à Cassandre qui flirte avec l'écriture. Elle est là, la voix de l'opposition? Oui, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est-à-dire que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, je suis convaincu que la vraie parole d'opposition viendra et doit venir, à mes yeux, des romanciers, des cinéastes, des dramaturges, des poètes, des peintres, des musiciens, des chanteurs, etc. Mais exactement comme ça a été le cas en Angleterre à l'époque de Margaret Thatcher. À l'époque de Margaret Thatcher, ceux qui se sont fait entendre, c'était Harold Pinter, c'était Alan Sillitoe, John Berger, etc. Pourquoi? Parce que, comme aujourd'hui en France, la parole politique était soit paralysée, soit corrompue, je parle pour les travaillistes,
soit complice pour les conservateurs. Eh bien, dans ce que j'écris dans ces femmes-là, il n'y a plus, là aussi, à ce moment-là, en 2024, que deux partis, un parti conservateur et un parti, entre guillemets, progressiste, restent de la gauche, d'une gauche, etc. Eh bien, ceux qui reprennent vraiment le combat sont finalement au début, voilà, peut-être des gens isolés et qui vont aller vers les autres. Et moi, je crois, j'ai été très impressionné dans ma vie par une rencontre que j'ai faite qui n'a pas duré très longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué. Il y a, j'ose à peine le dire, plus de 30 ans sans doute, ou une trentaine d'années en tout cas, avec Jérôme Prieur, nous étions à Manchester pour aller voir le Papyrus Ryland. Le Papyrus Ryland, c'est une petite chose comme ça, qui est la plus vieille trace d'une copie d'un évangile selon Jean. D'après les épigraphistes, ça serait aux alentours de 150, ce qui en ferait d'ailleurs le texte le plus proche de sa source qu'on connaisse de tous les textes antiques. Donc, ça ne nous a pas pris la journée entière pour voir le Papyrus Ryland. On a vu le Papyrus Ryland, on a vu le conservateur, on s'est mis d'accord, ça nous a pris 1 heure. Donc ensuite, nous avons erré dans Manchester. Et là, on est tombé sur une grande tente, sur un Barnum, qui était ouvert au public dans une rue. Il y avait là, dans cette tente, des femmes des mineurs anglais, ces mineurs qui avaient mené cette si longue grève contre Margaret Thatcher. La grève était perdue, c'était fini, les syndicats étaient démembrés, il ne restait plus rien. Si, il restait ces femmes qui, sous cette tente, continuaient de vendre des brochures pour populariser la lutte, vendaient des petits gâteaux pour abonder sans doute à un fonds de soutien, etc. On a passé quoi, 1/4 d'heure, 20 minutes avec elle, avec Jérôme Prieur, à discuter et tout. C'était extraordinaire de voir ces femmes qui étaient les femmes des mineurs, leurs sœurs, leurs mères, leurs petites amies, leurs voisines, leurs cousines, leurs grand-mères. Eh bien, au bout du compte, c'était les plus endurantes, les plus déterminées et, à mes yeux, les plus courageuses. Mais dans mes livres, s'il n'y a pas de femmes de mineurs anglais, je pense qu'il y a en tout cas leur fantôme, ou en tout cas leur ange, comme un ange tutélaire qui flotte au-dessus des histoires. Voilà. Et je crois vraiment à ça. Je crois que, de toute façon, la condition féminine est aujourd'hui un des combats essentiels qui doit être mené, parce que les femmes sont toujours, en France, et un peu, et encore peut-être pire ailleurs, partout dans le monde, cantonnées dans une position d'infériorité. Or, je pense que ça, c'est un combat essentiel pour rétablir, pour établir, pour imposer une égalité qui ne soit pas une égalité de façade, mais une égalité réelle. J'aime beaucoup, dans le diplôme de ce mois-ci, il y avait un article de Pierre Rimbert sur les femmes dans le cadre des Gilets jaunes, mais il soulignait une chose qui est une évidence totale. Il dit, mais si aujourd'hui les aides-soignantes, les infirmières, les institutrices, les femmes qui travaillent dans les EHPAD et tout ça, décidaient de se mettre en grève, tout s'arrêterait. Tout s'arrêterait. Et je crois que effectivement, c'est bien mettre le doigt sur cette chose-là. Et je viens de faire un film dans lequel j'ai filmé aussi David Graeber, le sociologue américain, qui a aussi souligné une chose, mais qui est du simple bon sens, de dire que les métiers qui sont le plus utiles, et je reprends les mêmes, les aides-soignantes, les infirmières, les institutrices, les femmes dans les EHPAD, etc., sont celles qui sont le moins payées. Alors que des tas de métiers totalement inutiles sont très bien payés. On en discutait dans la voiture tout à l'heure. Je veux dire, quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui s'occupe du planning stratégique dans une boîte de pub, il gagne sans doute aux alentours de 4 à 5 000 euros par mois. Une infirmière ne gagne pas ça. Et le planning stratégique dans une boîte de pub, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. On profite de la boîte de pub. Voilà. C'est ça. Alors, c'est exactement ça. Dans toute votre œuvre, la figure de la femme, la place de la femme a une place prépondérante. Et je me faisais la réflexion, en fermant votre roman, que
les liens inextricables qu'il y a entre le privé et le politique semblent aussi être une obsession au travers de votre œuvre. Je pense à une scène dans Les Vivants et les Morts, quand Rudy annonce à Dallas, sa compagne, qu'il a refusé cette place de contremaître pour pas trahir idéologiquement et moralement. Là, pareil, dans le roman, en fait, je pense à ces scènes qui sont d'une violence insoutenable aussi, quand, par exemple, Florent Bayeux, qui est donc un ex de membre du Parti socialiste, devenu conservateur, et qui, à l'issue de la manifestation, peut briguer un poste incroyable pendant la manifestation, alors que clairement c'est la guerre dehors. Hein. Enfin, dans la rue, c'est la guerre, quoi. Il y a clairement des morts de côté et d'autre. Il s'adonne à ses plaisirs les plus intimes avec sa maîtresse, qui est une journaliste influente. C'est un lien qui vous intéresse, cette marge-là? Je crois que c'est une caractéristique aussi de la société dans laquelle nous sommes, où on a quand même le sentiment que désormais l'État s'est mis au service tout simplement du capital, pour dire les choses très bêtement, et que le rapport a été inversé, c'est-à-dire qu'ils sont aux ordres d'une certaine manière. Et donc ce rapport-là, il est très intéressant. Et c'est un phénomène, je crois, très caractéristique de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire ce basculement de l'État qui est instrumentalisé par la puissance financière. Par exemple, il y en avait une démonstration dans le livre de M. Juppé qui s'appelle « Pour un État fort ». Avec beaucoup de courage, j'ai lu ça. Il faut se le faire. Ce qui était extraordinaire, c'était de voir la définition de l'État, la conception de l'État qu'avait Alain Juppé. Pour lui, l'État, en tout cas il n'en parlait pas, n'était pas en premier chef pour défendre la liberté publique, pour assurer le plus possible une égalité entre tous les citoyens. L'État était l'organe régulateur du marché. Parce que tout le monde, tous les économistes le savent, le marché, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire à travers des éditorialistes à la télévision, ça ne marche pas tout seul. Il faut un organe régulateur, et cet organe régulateur, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État, on l'a vu dans la crise de 2008, quand ça ne marche pas, eh bien, toutes les pertes sont à charge de l'État. Et quand ça marche, tous les bénéfices échappent à l'État. Donc on est dans cette situation-là, dans ce renversement, dans ce basculement qui fait que, c'est aux ordres des forces financières qui, d'ailleurs, là aussi, ont pris le pas définitivement sur les forces industrielles, ce qui amène toutes les catastrophes industrielles qu'on a vues en France, puisque le problème aujourd'hui est un problème de court terme. Ce qu'il faut, c'est à court terme dégager le plus possible de profit pour servir les actionnaire. Avec ce rêve qui est le rêve éternel du patronat de faire de l'argent avec de l'argent, c'est-à-dire sans entreprise, sans syndicat, sans rien du tout. Et donc ça, c'est le grand jeu du casino, de la bourse, etc., et qui amène les crises comme 2008 et qui en amènera d'autres. Et c'est vrai que cette chose-là, elle est très inquiétante parce que j'ai quand même le sentiment que les citoyens n'ont pas encore conscience de ce qu'implique ce basculement, de ce que ça change réellement. Et ça change quelque chose de terrible. Alors si on part du principe que votre travail, là, c'est de travailler autant la matière brute, le social, etc., vous nous alertez sur un autre pont très important, celui de l'inculture. Celui de la méconnaissance, notamment là, il s'agit des religions,
Est-ce que une des solutions pourrait passer par l'apprentissage de l'histoire des religions à l'école, par exemple? Est-ce que il faudrait envisager ce genre de choses? Parce que là, clairement, encore une fois, qu'on se situe les musulmans méconnaissent totalement la religion catholique et vice versa, et ça crée des situations. Oui. Enfin, ça fait très longtemps que nous militons, Jérôme Prieur et moi, pour qu'il y ait un enseignement de l'histoire des religions dans l'école publique, un enseignement laïque. On peut absolument enseigner de façon, disons, laïque l'histoire des religions. Il y a une histoire des religions. Simplement, c'est très difficile, parce qu'au moment où nous avons fait Corpus Christi, par exemple, une femme qui était assez haut placée dans la hiérarchie du ministère de l'Éducation nous avait commandé une brochure qui, je le dis un peu de façon caricaturale, c'était le christianisme expliqué aux profs. Voilà, comment... Il y a un certain nombre de choses que l'on peut dire, qu'il y a une pédagogie à faire, qu'il y a différentes choses. Bon, elle nous avait commandé ça. Et puis, 15 jours plus tard, elle nous a appelés en disant « Écoutez, arrêtez tout. Dès que ça s'est su, j'ai eu la Ligue laïque, les curés, les pasteurs, les imams, les rabbins. Tout le monde voulait que ce soit eux et personne d'autre qui rédigent la chose. » Et ensuite, Jérôme et moi... nous avions à ce moment-là des enfants d'âge scolaire et nous avons mené et perdu les batailles. Ma fille aînée, qui était au lycée Monet, donc un lycée dans l'éducation nationale, pas une chose privée, était revenue avec un truc sur le christianisme. Je crois qu'ils font ça, je ne sais plus si c'est en 6e ou en 3e. Et quand j'avais vu le cours qui lui avait été fait, mes cheveux s'étaient dressés sur la tête parce que c'était du catéchisme que même les curés n'oseraient plus faire aujourd'hui. Donc j'ai réécrit tout ça comme il fallait, et donc ma fille a eu 2. Mon ex-femme est allée voir la prof parce qu'elle avait peur que je m'emporte, qui lui a fait cette réponse extraordinaire. Peut-être que votre mari a raison, mais j'entends que mes élèves apprennent ce que je leur enseigne. Ce qu'elle enseignait, c'était pas discutable, c'était tout simplement faux, c'était du catéchisme, ça n'avait rien d'aucune manière. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié son cours dans Le Monde de l'éducation avec un commentaire, en espérant qu'elle me fasse un procès, et malheureusement, elle n'a rien fait. Et rebelote avec ma fille plus jeune, qui elle en plus était au lycée Voltaire, et qui revient, alors là c'est les formes contemporaines de l'enseignement qui sont assez stupéfiantes, avec une sorte de quiz à répondre là aussi sur le christianisme. Et la première question était quel est le message de Jésus? Alors, je lui ai dit, écoute, la réponse qu'on attend de toi, c'est, voilà, le message de Jésus est un message d'amour. Tu vas dire, dans l'évangile de Matthieu, dans les béatitudes, le message de Jésus est un message d'amour. Par ailleurs, dans l'évangile de Luc, le message n'est pas de même nature. Faites venir mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne, et égorgez-les en ma présence. Parfaitement canonique, absolument canonique. Et là, je suis allé voir la prof personnellement, qui m'a fait une grande démonstration d'athéisme et qui m'a sorti cet argument hallucinant qu'elle supposait que certains de ses élèves étaient croyants et qu'elle ne voulait pas heurter leurs croyances. Mais j'ai dit, attendez, on est au lycée Voltaire, dans un lycée de l'éducation nationale. Je veux dire, il n'y a pas de croyance. Et vous ne pouvez pas demander aux élèves quand est né Jésus et quand il est mort. Personne ne le sait. Alors moi, je crois avoir rencontré tout ce qu'il y a de plus haut placé dans la recherche néo-testamentaire. Personne ne peut le dire. On a des hypothèses. Alors, si vous lisez les synoptiques, il peut avoir 30-35 ans. Si vous lisez l'évangile selon Jean, il a 50 ans. Donc, la question, juste pour, je veux faire bref là-dessus, le problème, c'est que si on prend les manuels scolaires sur ça,
c'est du catéchisme, alors que la recherche est beaucoup plus loin que ça, et aucun chercheur ne pourrait dire ça, sauf qu'on ne pose pas la bonne question. Quand on a fait Corpus Christi, Arte, sans nous consulter, avait fait une affiche qui nous avait fait hurler de rire, parce que tout était faux sur l'affiche. Il y avait marqué une grande enquête sur les Écritures. Ah, pas de chance, les Écritures, c'est pas le Nouveau Testament, c'est la Bible hébraïque. Et puis en dessous, que savons-nous de Jésus? Et nous, on avait, dans le hall d'Arte, changé le truc en mettant que savons-nous de Marseille. C'était potache, mais ça nous faisait rire parce que la question, et c'est la question pédagogique fondamentale, n'est pas qu'est-ce que nous savons, mais comment savons-nous ce que nous savons. Et là, on peut rentrer dans ça. Et c'est vrai que cette histoire que je raconte ici avec le monde chrétien est de même nature avec le monde musulman, parce que les rencontres que nous avons faites avec Jérôme devant un public musulman après avoir tourné Jésus et l'islam témoignaient au fond de la même ignorance d'une utilisation autre de ce que sont les textes. On se retrouve avec une personnage qui s'appelle Rachel, par exemple, et qui est aussi institutrice en maternelle et qui s'est vue malmenée par un de ses élèves qui l'a traité de sale juive. Ah ben, oui, parce que ma fille la plus jeune voulait être institutrice, et en maternelle particulièrement, et son petit ami de l'époque, sa mère était institutrice en maternelle, et donc on a beaucoup fréquenté d'institutrices. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, une de ces femmes qui avait expliqué à Lorraine, qui avait dit à quel point ce travail était difficile et périlleux, parce qu'elle lui avait dit: qu'est-ce que tu fais, et c'est une chose qu'elle avait vécue, si un monde de 4 ans te dit j'encule ta race sale juive. Alors moi je dis d'abord je lui fous une trempe, puis après je convoque les parents. Elle m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Mais voilà, on est dans ce rapport-là, et j'ai essayé dans ces femmes-là de faire exister aussi les contradictions qui traversent ce monde musulman, qui traversent parce que, bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui encore une fois, ignorent tous des textes et ne se tiennent qu'à des slogans qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Il y a aussi, heureusement, des gens savants et raisonnables. Mais c'est vrai que cette question de la religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive ou qu'elle soit musulmane, est une question qui devrait être traitée à l'école de façon laïque. Et c'est vrai que de ce côté-là, les recherches sont très avancées, un peu moins du côté musulman, mais aussi bien du côté chrétien que du côté juif. C'est pas difficile d'écrire les choses telles qu'elles sont. Et du côté musulman, on peut le faire aussi, et sans heurter personne, en décrivant les faits qui sont des faits attestés, et surtout en apprenant comment savons-nous ce que nous savons, parce que faut pas croire que le Coran soit une biographie de Mahomet, pas du tout, pas du tout. Et je veux dire, et on sait aussi peu sur le Mahomet historique que sur le Jésus historique. On peut être convaincu, et je le suis, qu'il y a eu ces personnages, qu'ils ont existé, mais qu'ensuite, j'aime beaucoup la phrase d'Henri Barbus, qu'on pourrait exactement transposer pour Mahomet. Il disait « Quand Jésus vivait, il n'y avait pas de Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est apparu, il y a longtemps que Jésus était mort. » Et puis on peut dire la même chose. Du temps où vivait Mahomet, il n'y avait pas de Mahomet, prophète de l'islam, et quand le prophète de l'islam est apparu, il y a longtemps que Mahomet était mort. C'est la même chose. On sait bien que, et tous les livres existent, il y a une très grande littérature sur tous les terrains. Et ça, je pense que ça aiderait tout le monde d'avoir ce rapport distant, historique, par rapport à l'histoire religieuse.
Alors, ce sera mon avant-dernière question pour vous laisser le temps de dialoguer, puis peut-être de faire signer vos ouvrages par Gérard Mordillat. Première chose, j'ai trouvé qu'il y avait un pouvoir incroyable de susciter l'image. C'est extrêmement vivant, et j'avais l'impression, en refermant le roman, que si Cassandre passait par là, je pouvais la reconnaître, Daisy Parel, Florent Bayeux malheureusement aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a à voir avec le fait que vous travaillez autant pour le cinéma que pour l'écriture, et que finalement les deux médias déteignent l'un sur l'autre? Vraisemblablement. Mallarmé disait à propos de la danse et de la musique qu'elle s'allumait pour lui de feux réciproques. Bien oui, je crois que le cinéma et la littérature s'allument pour moi de feux réciproques, dans la mesure où on ne peut pas ignorer la leçon du cinéma. Et John Dos Passos, dès les années 30, avait compris ça. Et j'ai vu autant de films, sinon beaucoup plus, que j'ai lu de livres. Donc cette leçon, elle est importante. Et c'est vrai que dans le fantasme de l'écrivain, la lectrice idéale ou le lecteur idéal est celle ou celui qui prend le livre et le lit d'une traite, comme on voit un film une fois qu'on est assis et que la projection a lieu. Donc j'ai un grand souci quand j'écris, je dirais, du rythme général, de faire que, justement, ce que nous a appris le cinéma, faire que, une fois que la chose est apparue, on peut passer à autre chose et que ça continue dans la tête du lecteur comme ça peut continuer dans la tête du spectateur. Et aussi étrange que cela peut peut-être vous paraître, mais pour moi, le modèle littéraire auquel je me réfère, c'est paradoxalement la poésie en prose, c'est-à-dire de trouver exactement le rythme profond et secret de ce que je raconte et de faire que ce rythme-là devienne le rythme du lecteur et qu'il soit emporté par lui sans pouvoir s'en arrêter. Le patriarcat tremble dans vos pages, entre vos lignes, et c'est tant mieux. Enfin, ça veut dire que les choses changent, le monde évolue. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une grande ouverture d'esprit dans la population lycéenne, chez ces femmes, quand elles reprennent le pouvoir de leur vie, etc., etc. Quels sont vos projets en matière de littérature? À quel pan de notre société vous attaqueriez maintenant? La question est délicate parce que si je prends... vous savez, il y a deux types d'écrivains. Il y a ceux qui, soudain, consacrent 3 mois ou 4 mois à écrire un livre, qu'ils s'enferment dans un endroit et qui ne font plus que ça. Et puis d'autres comme moi qui écrivent tous les jours. Et donc, pour l'instant, je cherche un peu, je prends des notes, j'ai des choses comme ça. Je n'ai pas encore trouvé l'image fondamentale qui m'intéresse, mais je crois que je vais écrire au fond, je vais peut-être faire un pas supplémentaire sur cette idée de la guerre comme seule issue possible. Je dis ça parce que je viens de tourner, et nous sommes au montage, une nouvelle série pour Arte sur l'économie, sur des concepts fondamentaux de l'économie que réfléchissent à voix haute des chercheurs, des économistes, des philosophes, des anthropologues du monde entier. Et il y a un film sur le travail, un film sur l'emploi, un film sur le salaire, un film sur le profit, sur le capital, et puis le dernier sur le marché et l'État. Et le dernier, la dernière séquence, plusieurs chercheurs expriment cette idée qui est une idée douloureuse, peut-être pessimiste, que dans l'évolution actuelle de l'économie, c'est-à-dire le retour du mercantilisme, du commerce porté par les forces militaires, comme on le voit avec les États-Unis, comme on le voit avec la Chine, la seule issue, ou l'issue historique, c'est toujours la guerre. Et peut-être que j'écrirai sur ça. Mais ça se passera pas entre les États-Unis et la Chine, mais quelque chose de cette nature. Et puis là, je travaille sur un certain nombre d'essais sur la photo, enfin,
J'avais publié Le Miroir voilé, qui était déjà un livre sur l'image et le texte. Et là, je reprends des choses d'une autre nature sur la photo, le cinéma et la peinture. Mais on verra. Merci infiniment.